Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à l'anneau Z de I des entiers de Gauss et au théorème des deux carrés. Alors les entiers de Gauss, c'est quoi? Eh bien ce sont les nombres complexes de la forme n plus ip où np appartiennent à Z. Donc leur ensemble c'est Z plus IZ et on note Z de I. C'est un sous-anneau du corps C. Démonstration, si on prend deux éléments dans Z de I, x moins x' est bien égal à un élément de Z de I, puisque ça c'est un entier et ça aussi. D'accord? Donc on obtient un sous-groupe, et quand on fait le produit des nombres complexes, là c'est un entier là aussi, donc ça appartient à Z de I. Donc c'est bien un anneau, évidemment commutatif comme C, unitaire comme C, intègre comme C. Alors 1 unitaire parce que 1 appartient à cet anneau. Vous n'êtes pas d'accord, parce que si on prend par exemple 2 qui appartient à Z de I, comme tous les entiers en fait appartiennent à Z de I, il n'a pas d'inverse parce que son inverse à demi n'est pas de la forme n plus ip où n et p sont des entiers. Notation, si x égale a plus ib dans Z de I, n de x est égal à module de x au carré égale a2 plus b2, je remarque que ça appartient à n. Et que c'est nul si et seulement si x est égal à 0. Les éléments inversibles de Z de I sont 1 moins 1, I moins I. Et donc, leur ensemble, c'est Z de I est la démonstration. Si x égale A plus IB est inversible, et donc on note comme ça son inverse, alors x multiplié par x moins 1 est égal à 1, donc module de x moins 1 est égal à 1, et donc n de x, parce que c'est le carré du module, n de x moins 1 est égal à 1, et comme ce sont deux entiers, pour faire 1, il faut que n de x soit égal à 1. Donc A2 plus B2 est égal à 1, qu'en faisant 1 plus 0, 0 plus 1, et donc on obtient ces entiers-là qui nous donnent tout de suite que il n'y a que 4 éléments. Alors, dans Z de I, ils sont bien dans Z de I, il faut vérifier maintenant qu'ils ont des inverses. Bon, l'inverse de 1, c'est lui-même. L'inverse de moins 1, c'est moins 1, il est aussi dans Z de I, les deux sont dans Z de I. L'inverse de I, c'est moins I qui est dans Z de I. Et l'inverse de moins I, c'est I qui est dans Z de I, d'où le résultat. Remarque, si x égale A plus IB appartient à Z de I, alors x bar égale A moins IB appartient aussi à Z de I, parce que c'est de la forme n plus IP. Et la fonction f qui a x appartenant à Z de I associe le conjugué est un isomorphisme d'anneau involutif évident, parce que f de x plus y, c'est conjugué de x plus y égale conjugué de x plus conjugué de y égale f de x, f de y plus f de y, idem avec la multiplication, donc c'est un morphisme. Par ailleurs, f rond f est égal conjugué du conjugué, c'est-à-dire à x, donc f rond f égale l'identité, et donc c'est une involution, ce qui fait que f est une bijection, et donc un isomorphisme. Une remarque avec quelques propriétés évidentes, dans l'anneau Z de I, petit 1, n de z, donc z appartient à Z de I, est égal à 1 équivaut à z est inversible. Petit 2, u inversible, donc les inversibles c'est plus ou moins a plus ou moins i, ça équivaut à u conjugué de u est inversible. Petit 3, a divise b équivaut à dire que conjugué de a divise conjugué de b. Petit 3, ab associé, ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par un inversible. Ils ont les mêmes diviseurs en fait, ça veut dire ça. Tout ça, ça a été vu dans un chapitre sur les anneaux. Eh bien, ça implique que A bar, B bar sont associés, et on peut même dire équivalence, puisqu'on peut aller dans les deux sens. Petit 4, Z irréductible équivaut à Z bar irréductible, et enfin, n de Z premier implique que Z est irréductible, on est toujours dans Z de I. Alors, n de Z premier, n de Z évidemment, si Z est égal à A plus IB, n de Z c'est A carré plus B carré, ça c'est un nombre entier. Démonstration, 1 et 2 sont évidents, ensemble, n de z égale 1, c'est a carré plus b carré égale 1, et ça arrive que si a est égal à plus ou moins 1 et b égale 0, ou bien a égale 0 et b égale plus ou moins 1, et là on retrouve les inversibles. U inversible équivaut à conjugué de U inversible, c'est évident, parce que le conjugué de plus ou moins 1, c'est plus ou moins 1, le conjugué de plus ou moins I, c'est moins I ou plus I. D'accord? Donc c'est évident. A divise B équivaut à
A bar divise B bar, bah, oui, parce que A divise B, ça veut dire qu'il existe C tel que B égale à C, et ça implique que B bar égale A bar C bar, et on sait que si A, B, C appartiennent à Z de I, leurs conjugués appartiennent aussi, donc on en déduit que A bar divise B bar. Et donc la réciproque, je ne vais même pas la démontrer, hein. Si on a ça, on prend le conjugué de chaque côté, et on a A divise B. Petit 4, A et B sont associés, donc il existe U inversible tel que A égale BU, on passe au conjugué, mais U bar, on l'a dit, est inversible, donc A bar et B bar sont associés. Si A B bar et B bar sont associés, leurs conjugués le sont, donc A B sont associés. Petit 5, plus intéressant, n de z est un nombre premier, donc un nombre entier qui est premier. Si z n'est pas irréductible, alors z est égal à AB, avec AB non inversible, donc NA différent de 1, NB différent de 1. Et NZ est égal à NA NB. Donc NZ, comme il est premier, il n'est pas nul, donc ni NA ni NB sont nuls, hein, parce que sinon, ni NA ni NB sont nuls. Donc A et B ne seront pas nuls. Donc on a, puisque A et B ne seront pas nuls, NA supérieur à 1 et NB supérieur à 1. Puisque NA et NB, je le répète, ce sont des entiers. Hein. Donc ils sont supérieurs ou égaux à 2. Mais NZ est premier, donc il ne peut pas être le produit de nombres supérieurs à 1. Donc on aboutit à une contradiction. Donc Z est irréductible. L'anneau Z de I est euclidien, donc principal et donc factoriel. On va montrer que quel que soit AB est différent de 0, alors B est différent de 0, A appartenant à Z de I, B appartenant à Z de I, il existe QR appartenant à Z de I tel que A égale BQ plus R avec toujours la même, avec N de R inférieur à N de B, l'application N étant celle qui a X plus Y appartenant à Z de I associe X2 plus Y2 appartenant à N. On considère A sur B qui est égal à X plus Y appartenant à C et on prend Q égale N plus IP où N c'est l'entier le plus proche de X et P le plus proche de Y. Donc AP moins A sur B moins Q, puisque B est différent de 0, va être égal à module de ça moins ça, et donc ça nous fait ça, et comme chacun des deux est inférieur à 1,5, c'est inférieur ou égal à 1 quart plus 1 quart, enfin en racine carrée, donc à 1 sur racine de 2 inférieur à 1. Soit R égale A moins BQ, pour avoir A égale BQ plus R, le module de R est égal au module de A moins BQ, et je factorise le module de B qui est non nul, ça nous fait module de B, module de A sur B moins Q, celui-là est inférieur à 1, celui-là est non nul, donc c'est inférieur au module de B. Donc N de R en mettant au carré va être inférieur à N de B, d'où le résultat. Notation, sigma l'ensemble des sommes des carrés des entiers naturels, c'est une partie de N, et 0, 1, 2, 4, 5 appartiennent, parce que 0 carré plus 0 carré, 0 carré plus 1 carré, 1 carré plus 1 carré, pour 4, 2 carré plus 0 carré, pour 5, 2 carré plus 1 au carré. Il y a une infinité d'éléments, il suffit de prendre les deux n2 qui sont égaux à n2 plus n2. Si n appartient à n et que n est congrué à 3 modulo 4, alors il n'appartient pas à sigma. En effet, si AB, on étudie la parité en fait de AB. Donc, et on voit que si x est pair, donc x égale 2k, x au carré égale 4k2, est congrué à 0 modulo 4, et si x est un pair égal à 2k plus 1 au carré, il va être égal à ça, et donc congrué à 1 modulo 4. Donc si A est pair et B est pair, A carré est congrué à 0, B carré aussi, donc la somme à 0. Si A est pair, B impair, ça va être congrué à 0, ça à 1, donc congrué à 1. Idem si A est impair, B et B pair. Et si les deux sont impairs, A carré est congrué à 1, B carré à 1, et donc A carré plus B carré à 2. Si bien que si x appartient à sigma, bien x est congrué à 0, 1 ou 2 modulo 4, donc il n'est jamais congrué à modulo 3, donc d'où le résultat. Si n est congrué à 3 modulo 4, pardon, alors il n'appartient pas à sigma. Conséquence, il y a une infinité d'entiers naturels qui n'appartiennent pas à sigma. Il suffit de prendre les x égale 4k plus 3, où k appartient à n, puisqu'ils sont congrués à 3 modulo 4. Sigma est stable par la multiplication, parce que si je prends x et y dans sigma, z égale a plus ib, u égale c plus id, appartenant à z de i, et n de zu, je sais que c'est n de z multiplié par n de u, parce qu'on a ça, et ça se traduit par
Je calcule ZU, hein, ça fait sa partie réelle c'est ça, sa partie imaginaire c'est ça, donc ça fait exactement ça. Et ça fait n de z, n de u. Et donc je vois que xy est la somme de deux carrés. Hein, ça c'est l'identité de Legendre, je crois. Hein. Donc xy appartient à sigma. Soit p est un nombre premier, donc il appartient à n, donc à z de i. Hein. P appartient à sigma si et seulement si P n'est pas irréductible dans Z de I. Démonstration relativement facile. Si P appartient à sigma, on a P égale A2 plus B2 égale A plus IB facteur de A moins IB. A est différent de 0, sinon on aurait P égale B2, il ne serait pas premier. De même B est différent de 0, donc A plus IB, A moins IB, ils sont non nuls, et donc ils ne sont pas plus ou moins 1 et pas plus ou moins I, donc ils ne sont pas inversibles dans Z de I. Donc P n'est pas irréductible dans Z de I. Inversement, si P est non irréductible, hein, puisqu'il s'écrit comme produit de deux éléments non nuls, non inversibles. Si P est non irréductible dans Z de I, donc c'est un produit d'alpha bêta non inversible, n de P est égal à n de alpha, n de bêta, parce que le module de P est égal à module de alpha, module de bêta, donc au carré ça nous fait ça. N alpha, n bêta, qui sont des nombres entiers, hein, sont différents de 0, car P est différent de 0 et différent de 1, parce que n de A plus IB, alors quand on a un n de x qui est égal à 1, ça équivaut à dire ça, d'accord? Donc ça équivaut à dire que A plus IB est égal à plus ou moins 1, plus ou moins I, parce qu'il faut que soit A soit B est égal à 0, mais on l'a déjà vu ça dans une démonstration, d'accord? Donc ça nous donne des éléments inversibles, ça en fait. Hein. En fait, ils sont inversibles. A plus IB est inversible si et seulement si n de A plus IB est égal à 1. N de P est égal à module de P au carré, ben c'est P au carré ici, hein, et c'est égal à n alpha, n bêta. Et P est premier, d'accord? Donc, comme n alpha n'est pas égal à 1 et n bêta non plus, ben, ils sont forcément égaux à P, d'accord? N alpha est donc égal à n bêta est égal à P. Donc si alpha est égal à A plus IB, ça va me donner que n alpha est égal à P, donc A2 plus B2 est égal à P, et donc P appartient à sigma. Remarque, si P est un nombre premier supérieur ou égal à 3, on sait que Z sur PZ est un corps. L'équation x2 égale 1 a toujours deux uniques solutions, qui sont classe de 1, et puis l'opposé de la classe de 1, c'est-à-dire la classe de moins 1, c'est-à-dire la classe de P-1. D'accord? Là, il faut bien voir que P-1 n'est évidemment pas égal à 1, puisque j'ai pris P supérieur ou égal à 3. Mais l'équation 1, cette équation-là, qui a en plus deux solutions, parce que Z sur PZ est un corps, cette équation, en fait, n'en a jamais qu'une. Elle en a soit 0, soit 2. Par exemple, si P est égal à 3, vous pouvez essayer, hein, classe de 1 au carré, ça fait classe de 0 au carré, ça fait 0, classe de 1 au carré, ça fait 1, classe de 2 au carré, c'est pareil que moins 1 au carré, donc ça fait 1, et donc cette équation n'a pas de solution. Par contre, dans 5, vous verrez qu'il y a classe de 2 et classe de 3 qui sont solutions, parce que 2 au carré, ça fait 4, ça fait bien moins 1, et 3 au carré, ça fait 9, et donc c'est 10 moins 1, donc ça fait bien moins 1. Il ne peut pas y avoir une seule solution, car si x est solution, moins x est égal à p moins x est solution, d'accord? Et x est différent de p moins x parce que p est impair, donc on ne peut pas avoir p égal de x. Soit maintenant x appartenant à 1 p moins 1, donc non nul, hein. Donc inversible, et moins x est donc aussi inversible. Il existe donc t tel que moins x, t appartenant à z sur pz, tel que classe de moins x multiplié par t est égal à 1, c'est-à-dire classe de xt est égale à moins 1, soit y, l'unique valeur appartenant à ça telle que t égale classe de y, donc y est un représentant de t, donc xy est égal à moins 1, donc xy est congruent à moins 1 modulo p, d'accord? Donc y est égal à x, si on examine là le cas où y pourrait être égal à x. On voit que y égale à x, ça équivaut à x2 est égal à moins 1. Donc c'est possible si 1 a deux solutions, alpha et p moins alpha, qu'on a vu précédemment, où alpha appartient à 1 p moins 1. On a alors
le couple XY qui est soit alpha P moins alpha, soit P moins alpha alpha. Si 1 n'a pas de solution, alors Y est différent de Z. Alors maintenant, on va s'intéresser à factoriel P moins 1 et justement, on va regrouper le X avec chaque Y qui lui correspond. D'accord? Donc, on va dire que, voilà, c'est-à-dire qu'on regroupe les XY de cette façon-là en prenant X inférieur à Y. Si 1 n'a pas de solution, si 1 n'a pas de solution, donc il va y avoir P-1 sur 2 couples possibles. Alors je l'appelle K, c'est entier, hein, c'est bien un entier, hein, parce que P est impair, hein, vu qu'il est premier, supérieur ou égal à 3. Donc on a K couples XY qui conviennent, et P-1 factoriel, c'est le produit de ces K couples, donc ça va faire moins 1 à la puissance K, puisque à chaque fois XY est égal à moins 1. D'après le théorème de Wilson, factoriel P-1 égale moins 1 modulo P, donc il faut que ça, donc ça veut dire que K est impair. Donc A égale à 2n plus 1, et comme c'est P-1 sur 2, ça nous dit que P est égal à 4n plus 3, donc P est congruent à 3 modulo 4. Si 1 a deux solutions, alpha, P moins alpha, avec ça, eh bien les couples XY dont j'ai parlé tout de suite, et qui vont être, où X va être différent des Y, il y en aura P moins 1, P moins 3 sur 2, c'est-à-dire que j'enlève au P moins 1 élément qu'il y a entre 1 et P moins 1, j'enlève alpha et P moins alpha. Donc il ne va plus y avoir que P moins 3 sur 2 égale K couple XY, tel que XY est égal à moins 1, en fait c'est XY congru à moins 1 modulo P, mais on s'est compris. Hein. Bon, j'ai un feu qui écrit mal là, d'accord, et voilà. Donc ça c'est de la congruence en fait, hein. D'accord. Voilà, puis là aussi c'est de la congruence. Et factoriel P-1, donc il va y avoir voilà, le nombre de couples. Et factoriel P-1, ça va être quoi? Je mets à part les deux solutions de 1, donc alpha fois P-1, puis le reste c'est des produits de XY. Donc alpha P-1, je sais que ça va faire 1. Parce que en fait, c'est pas alpha P-1, c'est alpha P moins alpha. Hein. Je me suis trompé ici. Pourquoi ça fait 1? Ça, parce que ça fait congru modulo P, ça fait alpha multiplié par moins alpha, ça fait moins alpha 2. Et comme alpha 2 est égal à moins 1, ça va faire 1. D'accord? Donc ça fait 1 multiplié par moins 1 puissance K. Wilson implique toujours la même chose. Donc K, ce K doit donc être impair, mais alors là, ça ne fait que 2n plus 1 égale, cette fois-ci, P-3 sur 2. C'est plus P-1 sur 2. Donc P va être égal à 4n plus 5. Donc P est congru à 1 modulo 4. Donc, pour conclure, si l'équation 1, c'est-à-dire x2 égale... et x2 égale moins 1 dans Z sur PZ, a 0 solution, alors P est congru à 3 modulo 4, et si l'équation 1 a 2 solutions, alors P est congru à 1 modulo 4. 3 modulo 4, 1 modulo 4. Si P est un nombre premier congru à 3 modulo 4, et si AB appartient à Z, alors A carré plus B carré congru à 0 modulo P implique que A est congru à 0 modulo P ou B est congru à 0 modulo P. Démonstration, P est congru à 3 modulo 4. Donc l'équation x2 congrue à moins 1 modulo P n'a pas de solution. Supposons que B ne soit pas congru à 0 modulo P. Alors B, la classe de B dans Z sur PZ, hein, qui est un corps en premier, parce que P est premier. Eh bien cette classe est inversible dans ce corps, et donc l'inverse de la classe de B, ça va être la classe de C, où C appartient à 1 P-1. Et si je considère alpha égale AC, alors alpha carré égale A2C2, mais comme A2 plus B2 est congru à 0 modulo P, là ça va être congru à moins B2C2 modulo P. Mais BC est congru à 1, classe de B, classe de C est égale à 1, hein, puisque la classe de C c'est l'inverse de la classe de B, donc BC est congru à 1 modulo P. Donc BC carré va être congru à 1 aussi, donc B2C2 aussi, et donc ça va être congru à moins 1 modulo P. Donc alpha 2 est congru à moins 1 modulo P, ce qui est impossible puisque cette équation n'a pas de solution. Donc ça veut dire que B est congru à 0 modulo P, et de la même façon,
A est congru à 0 modulo P. Propriété, si P est un nombre premier supérieur ou égal à 3, alors on a cette équivalence, P est irréductible dans Z de I, et P est congru à 3 modulo 4. Démonstration, on suppose que P est premier non irréductible, donc il va appartenir à sigma, on l'a démontré avant, hein, et donc il va être égal à A carré plus B carré, où AB appartient à N, et donc A2 plus B2 va être congru à 0 modulo P. Et si P est congru à 3 modulo 4, d'après ce qu'on a dit avant, A congru à 0 modulo P et B congru à 0 modulo P. Donc A égale PC, B est égal à P multiplié par D, et donc on va avoir que P égale A2 plus B2, bah, ça fera P2C2 plus B2D2, donc je mets P2 en facteur, et donc j'obtiens que 1 égale P facteur de C2 plus D2, et donc P divise 1, et comme P est un nombre premier, c'est pas possible, donc P n'est pas congru à 3 modulo 4. On a donc P. Alors, on a donc démontré que si P est premier non irréductible, P n'est pas congru à 3 modulo 4. Donc, on a démontré que P congru à 3 modulo 4 implique que P est premier irréductible. C'est-à-dire qu'on a démontré ça. Donc maintenant, on va aller dans l'autre sens. Si P est irréductible, supposons que P ne soit pas congru à 3 modulo 4, comme il est premier, l'équation a deux solutions. Classe de alpha, classe de P moins alpha, avec alpha appartenant à 1 P moins 1, et P est congru à 1 modulo 4. Hein. Ça a déjà été démontré. Alpha 2 est égal à moins 1 modulo P, hein, puisque c'est une solution de cette équation. Donc alpha 2 plus 1, alpha 2 plus 1 est donc un multiple de P, donc un Kp, et donc alpha moins I, alpha plus I est un Kp. K appartenant à Z qui est dans Z de I. Donc en fait, là, on a une égalité dans Z de I. Donc P divise alpha moins I, alpha plus I. P est irréductible dans Z de I et Z de I est factoriel. Donc P divise alpha moins I ou alpha plus I. Si P divise alpha moins I, alors son conjugué divise alpha plus I, parce que alpha appartient à Z. Hein. Le conjugué d'alpha moins I, c'est alpha plus I. Mais le conjugué de P, c'est P. Donc alpha divise alpha moins I. Et de même, si P divise alpha moins I, alors P bar divise alpha plus I, si P divise, oui, parce que là c'était si P divise alpha moins I. Alors là je me suis trompé, c'est si P divise alpha plus I. D'accord? Si P divise alpha plus I, alors P bar divise alpha moins I, donc P divise alpha moins I. Donc on voit que P divise alpha moins I, alpha plus I, donc P divise la somme des deux, c'est-à-dire 2 alpha. D'accord? Mais P c'est un nombre premier, supérieur ou égal à 3, donc il ne va pas diviser 2, donc il va diviser alpha. Théorème de Gauss. On est dans un anneau factoriel, hein, c'est pour ça qu'on peut écrire ça. Donc la classe de alpha est égale à 0 dans Z sur PZ. Et ça c'est en contradiction avec, donc ça, au carré ça fera pareil. Hein, la classe de alpha au carré, elle va faire 0, et donc elle ne va pas faire, moins 1. D'accord? Elle ne va pas faire moins 1. Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'on a mal supposé. On avait supposé P congru à 3 modulo que P n'était pas congru à 3 modulo 4. Mais finalement, il est congru à 3 modulo 4. Donc, P est irréductible. Hein, implique que P est congru à 3 modulo 4. Donc, c'est la réciproque de ce qu'on avait démontré avant. Hein, là, on a démontré ça, en fait. Hein. Donc, on a bien démontré l'équivalence. Si P est un nombre premier supérieur ou égal à 3, alors on a cette équivalence. P appartient à sigma et P est congru à 1 modulo 3. Alors, c'est évident, hein, P n'appartient pas à sigma équivaut à P irréductible dans Z de I, ça a déjà été démontré. Ça équivaut à P congru à 3 modulo 4. Donc, P appartient à sigma équivaut à P n'est pas congru à 3 modulo 4. Seulement P, c'est un nombre premier supérieur ou égal à 3. S'il n'est pas congru à 3 modulo 4, c'est qu'il est congru à 1 modulo 4, vu qu'il ne peut pas être congru à 0 modulo 4 ni à 2 modulo 4, parce qu'il n'est pas pair, hein, tout simplement. Puisqu'il est premier supérieur ou égal à 3. Voilà, donc on a bien l'équivalence. Remarque, si P est égal à 2, alors 2 est égal à 1 carré plus 1 carré, bah, ça appartient aussi à sigma. Hein. Et puis je remarque au passage que P est congru à 2 modulo 4. Soit n appartenant à sigma, P un diviseur premier de n. On suppose P supérieur ou égal à 3 et P congru à 3 modulo 4. Alors l'exposant alpha de P dans la décomposition en produit de facteur premier de n est un nombre pair. Démonstration, P divise n égale
A2 plus B2, que je peux écrire A plus IB, facteur de A moins IB, avec A et B qui appartiennent à N. P est premier, qui appartiennent à Z, enfin peu importe. P premier supérieur ou égal à 3 et P est congru à 3 modulo 4. Donc il est irréductible dans Z de I. Donc P divise A plus IB ou A moins IB parce que Z de I, je le rappelle, est factoriel. Mais si P est divisé, alors ça c'est une démonstration qu'on a déjà faite avant avec un autre nombre. Si P divise A plus IB, ça équivaut à dire que A plus IB égale PU et donc que A moins IB est égal à PV avec V est égal à U bar. Donc s'il divise un, il divise l'autre. Donc il divise la somme, donc il divise 2A. Et comme P est supérieur ou égal à 3 et premier, il va diviser A. Bon, du coup, P divise A plus IB, P divise A. Donc P divise la différence, donc il divise IB. Comme I est inversible dans ZI, P divise B. Donc en fait, A égale UP et B égale VP, avec U et V qui appartiennent à N. Et on a N qui est donc égal à P2 facteur de U2 plus V2. Hein, tout ça pour dire que P2 divise N et que si N' est le résultat de la division de N par P2, N' est égal à U2 plus V2, donc lui aussi appartient à sigma. Alors ça va me permettre de faire une récurrence et de démontrer qui aboutira au fait que alpha est pair. Montrons par récurrence sur K appartenant à N étoile que si alpha est inférieur ou égal à 2K, alors alpha est égal à 2K. Prenons d'abord K égale 1. Donc alpha est inférieur ou égal à 2. Mais on a vu que comme P divise N, P2 divise N. Donc alpha est supérieur ou égal à 2, donc alpha est égal à 2. Supposons que ça soit vrai à l'ordre K. Et prenons alpha inférieur ou égal à 2K plus 1. Donc là, on a P à la puissance alpha qui va diviser N. Alors P au carré divise N. Donc N est un P2M avec M qui appartient, on l'a vu, à sigma, c'est ce qu'on a fait avant. L'exposant bêta de M dans sa décomposition, ça va être évidemment bêta égale alpha moins 2. Hein. Et donc ça va être inférieur ou égal à 2K. Et donc d'après l'hypothèse de récurrence, à chaque fois qu'on a P, puisque P est premier supérieur ou égal à 3 et congru à 3 modulo 4 et que P et que bêta est inférieur ou égal à 2K, eh bien on en déduit que bêta est égal à 2K. Voilà. Donc alpha va être égal, alpha c'est 2K plus, c'est bêta plus 2, donc c'est 2 facteur de K plus 1, et donc la propriété est vérifiée à l'ordre à l'ordre K plus 1, c'est-à-dire que si alpha est inférieur ou égal à 2 facteur de K plus 1, alors alpha est égal à 2 facteur de K plus 1. Donc, de tout ça, on en déduit évidemment que l'exposant alpha est toujours pair. Alors maintenant, grâce à cette propriété, on va enfin pouvoir énoncer le théorème des deux carrés. Nous voyons maintenant le théorème des deux carrés. L'énoncé est attribué à Pierre de Fermat. Dédicane l'a démontré au XIXe siècle. Je ne sais pas s'il avait été démontré avant. Donc n appartient à n, n supérieur ou égal à 2. N appartient à sigma si et seulement si tout diviseur premier de n supérieur ou égal à 3 et congru à 3 modulo 4 a un exposant alpha pair dans la décomposition en produit de facteur premier de n. Donc la démonstration, dans ce sens-là, ça a déjà été vu. Dans l'autre sens, on considère une décomposition en produit de facteur premier. Si PI égale 2, on sait qu'il appartient à sigma, et donc à n'importe quel exposant, il appartient à sigma. On utilise là la stabilité par la multiplication. Si PI est supérieur ou égal à 3, soit il est congru à 1 modulo 4, et alors il appartient à sigma. Donc PI à la puissance alpha i appartient à sigma, même stabilité. Si PI est congru à 3 modulo 4 et que alpha i est pair, alors de toute façon, les carrés, eux, ils appartiennent toujours à sigma. Voilà. Donc tous les PI à la puissance alpha i appartiennent à sigma. Et donc, n est égal à pi de 1 à n des PI à la puissance alpha i appartient à sigma. C'est la stabilité par la multiplication.
Propriété, les irréductibles de Z de I sont aux inversibles près. Alors les inversibles, il y en a 4, donc ça veut dire en multipliant par ces inversibles, les P premiers, d'accord? Donc ça veut dire P, c'est un nombre premier qui peut être multiplié par ça. Hein. P étant un nombre premier, donc lui il appartient à N, congru à 3 modulo 4. Et les A plus IB, A appartient à Z, B appartient à Z étoile, avec A carré plus B carré est égal à P, où P est un nombre premier. Démonstration, on a déjà vu que si P est premier congru à 3 modulo P, alors P est irréductible dans Z de I, et on a vu que A au carré plus B carré est égal à P premier, implique que A plus IB est irréductible. Réciproquement, supposons que Z soit égal donc à A plus IB et qu'il soit irréductible. Alors on sait que Z bar est irréductible. N de Z égale Z bar, égale A carré plus B carré. Hein, si Z est égal à A plus IB. Donc non nul évidemment et non égal à 1 puisque Z est différent de 0 et pas inversible vu que Z est irréductible. Soit P un diviseur premier de N de Z égale ZZ bar. Si P est congru à 3 modulo 4, alors il est irréductible dans Z de I. Donc il divise, comme P divise ZZ bar, il divise Z ou il divise Z bar. Une petite erreur ici. Donc P est associé à Z ou à Z bar, d'accord? Car ils sont irréductibles. Donc Z est de cette forme-là, ou Z bar est de cette forme-là, mais à ce moment-là, Z est égal à P U bar, et U bar est encore irréductible, donc dans les deux cas, il est associé à P, d'accord? Voilà. Là, j'aurais pu dire un petit peu plus vite que si P divisait Z bar, bah, en passant au conjugué, de toute façon, P divise Z, voilà. Puisque le conjugué de P, c'est P, hein, vu que c'est un nombre entier. Si P est congru à 1 modulo 4 ou P égale à 2, dans les deux cas, on a P qui appartient à sigma. Donc P égale à 2 plus B2 est égal à A plus IB facteur de A moins IB. Et on a vu que A plus IB est irréductible dans Z de I. A plus IB divise P, mais P divise ZZ bar. Donc A plus IB divise Z ou Z bar. Si A plus IB divise Z, bah, comme il est irréductible, les Z aussi, bah, ils sont tous les deux associés. Et s'il divise Z bar, on sait que A moins IB, qui est aussi irréductible parce que A plus IB est irréductible, va diviser le conjugué Z, d'accord, qui est irréductible. Donc ils vont être associés, d'accord. Voilà, alors je change B en moins B, comme ça j'aurai Z et A plus IB qui seront associés. Dans les deux cas, on a Z qui est associé à A plus IB, et puis on a A carré plus B carré est égal à P, parce qu'en changeant B en moins B, je ne change pas le B carré. D'accord? P qui est premier. Voilà. Donc la propriété est démontrée. Quelques remarques évidentes. Les irréductibles de Z de I sont les éléments Z qui vérifient NZ est un nombre premier ou NZ est le carré d'un nombre premier P congru à 3 modulo 4. Par rapport à ce qu'on a dit avant, où on disait NZ est un nombre premier ou Z est associé à P avec P premier congru à 3 modulo 4, bah, il suffit donc de prouver que dire ça, c'est dire que Z est associé à P. Hein. Donc si P, il faut montrer que si P est un nombre premier congru à 3 modulo 4, on a cette équivalence. C'est bien, si Z est associé à P, Z est égal à UP, où U est inversible, donc NZ est égal à NU NP, ce qui fait 1 P2, hein, puisque ça fait P2, et donc c'est gagné avec U inversible, et réciproquement si NZ égale P2 et Z égale A plus IB, alors A2 plus B2 égale P2, donc ça c'est congru à 0 modulo P, avec P qui est congru à 3 modulo 4, on a vu que alors A est congru à 0 et B est congru à 0 modulo P. Donc A est un multiple de P, B aussi, à ce moment-là ça nous donne A2 plus B2 égale P2, K2 plus K'2 égale 1, donc il y en a un qui est égal à 0 et l'autre à 1, et donc ça fait ça pour le couple KK', on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc ici Z égale plus ou moins 1P, ici Z égale plus ou moins 1 IP, donc ils sont bien, Z et P sont bien associés. Exemple, Z égale 1 moins I, bah NZ égale 2 premier, donc Z est irréductible. Z égale 3 moins 4I, bah NZ est égal à 9 plus 16, 25, carré de 5, mais 5 n'est pas congru à 3 modulo 4, donc il n'est pas irréductible. Effectivement, Z est égal à 2 moins I au carré, c'est facile à voir.
Z égale 11i, bah lui il est irréductible parce que 11 est un nombre premier conduit à 3 modulo 4, hein, c'est 8 plus 3. Et puis Z égale 3 plus 5i, bah, c'est 34 qui n'est pas premier ni carré d'un nombre premier, donc pas irréductible, et effectivement Z est égal à 1 plus i facteur de 4 plus i. Une dernière remarque, si Z, Z' appartiennent à Z de i, s'ils sont associés, alors nz égale nz', bon, ça c'est évident, hein. Z' égale uz où u est inversible, donc nz' égale nu qui vaut 1 fois nz, donc nz' égale nz. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que la réciproque est fausse, c'est-à-dire qu'on peut avoir zz' dans z de i avec le même n, hein, c'est-à-dire ici nz est égal à 81 plus 169 égale 250, et ici 25 plus 225, ça fait aussi 250, donc nz égale nz'. Pourtant, je vois bien que quand je multiplie z par plus ou moins 1, ou z' par plus ou moins 1, ou z par plus ou moins i, pardon, bah je ne vais pas trouver z', donc ils ne sont pas associés.